Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Dans votre JT ce soir, c'est bientôt la Chandeleur, un moment familial où l'on se réunit autour de bonnes crêpes. Mais connaissez-vous son origine et l'histoire particulière qui lie le Café de Paris et la crêpe Suzette? Nous en parlerons avec le sous-chef de la célèbre brasserie monégasque, Patrice Guillet. Nous nous rendrons ensuite à Melbourne pour rejoindre Romain Arneaudo. Le joueur de tennis va participer à plusieurs tournois en double, dont l'Open d'Australie. Il se confiera sur la situation sur place et cette bulle sanitaire mise en place par les organisateurs. Dans ce journal également, nous avons assisté à l'enregistrement du prochain album des organistes Olivier Vernet et Cédric Mécler. Et puis notre traditionnelle chronique littéraire avec le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Mais tout d'abord, on rejoint Frédéric Elion pour un point sur l'actualité. Bonsoir Frédéric, on commence par cet atelier Cuisiner zéro déchet avec la MTE. Bonsoir Émilie, la mission pour la transition énergétique propose aux adhérents du pacte national un atelier en ligne en partenariat avec EcoSlow Wasting. Elisa Alberto, fondatrice de cette plateforme Zéro Gaspillage, vous attend samedi 6 février entre 11h15 et 12h30 pour 2 recettes, un plat et une boisson zéro déchet. L'atelier, gratuit, se déroulera virtuellement sur l'outil GoToMeeting. On passe à la nomination d'un nouveau conseiller des Français de l'étranger. Suite à la démission de Jean-Luc Delcroix, Christophe Pichiota lui succède en tant que conseiller des Français de l'étranger pour la circonscription de Monaco. Il poursuivra le mandat jusqu'aux prochaines élections consulaires prévues le 30 mai 2021. Et une page se tourne à la Princess Grace Irish Library. Judith Gantelet prend sa retraite après 25 années passées à veiller sur les 12 000 volumes que contient la bibliothèque située sur le Rocher, ainsi que sur les tableaux, objets d'art, photographies et la collection de musique, tous en lien étroit avec la culture et l'histoire de l'Irlande, et dont beaucoup proviennent de la collection personnelle de la princesse Grace. Paola Farquharson-Blengino devient la nouvelle directrice. Merci Frédéric. Parlons à présent de cette tradition que nous célébrons mardi prochain, la Chandeleur. Cette fête est synonyme de crêpes pour tous les gourmands. Confiture, pâte à tartiner ou tout simplement au sucre, nombreuses sont les façons de déguster une bonne crêpe. Mais connaissez-vous les origines de la Chandeleur, mais aussi l'histoire de la crêpe Suzette liée au Café de Paris? Pour en savoir plus, nous avons contacté la célèbre brasserie monégasque. Bonsoir Patrice Guillet. Bonsoir madame. Un peu comme la galette des rois, la Chandeleur est une tradition. Quelle est l'histoire de la Chandeleur? Alors disons que la fête de la Chandeleur c'est un peu spécial. Alors c'est une histoire déjà d'une coutume païenne à propos donc, des fêtes des chandelles. Donc tous les villageois se réunissaient chez eux et allumaient des chandelles au pas de la porte pour faire une belle fête familiale. Au 5e siècle, le pape Guélaz repris cette tradition donc, pour faire une belle fête avec des chandelles par rapport aux villageois et par rapport au petit Jésus. Après 40 jours de sa naissance, donc toutes les années, à partir du 2 février, une fête se manifeste, la fête des chandelles. D'où le nom de Chandeleur. C'est ça un peu la fête des chandeleurs. Donc c'est une espèce de convivialité, d'esprit de famille, de fêter en faisant des crêpes. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander, chef. Quelle est l'astuce pour réussir ces crêpes, celles qui ne collent pas au fond de la poêle? C'est une recette simple, mais il faut quand même respecter les ingrédients. Donc nous avons à la base 250 g de farine, un demi-litre de lait, nous avons du sucre, un petit peu de sel, et on commence à faire une petite fontaine, vous savez, comme font même les enfants, même les adultes. C'est tout gentil, c'est tout sympa. Faire la fontaine, mélanger le sucre avec le sel, avec la farine, faire battre les œufs dedans et incorporer petit à petit la farine et le lait pour avoir un appareil bien lisse et homogène. Et après, on met une petite pointe de petit beurre clarifié dedans dans l'appareil pour bien éclaircir l'appareil, madame. Voilà. Alors on connaît les crêpes traditionnelles, tout le monde connaît également la crêpe Suzette, mais peu de personnes connaissent son histoire et pourtant elle est liée à Monaco et au Café de Paris selon la légende. Chef, je vous propose d'écouter le directeur du Café de Paris, Stefano Brancato, et on se retrouve juste après.
La crêpe Suzette est née au Café de Paris en 1898. Le futur roi d'Angleterre, Édouard VII, dînait avec une jeune femme qui s'appelait Suzette. Donc, et à cette époque-là, le chef de cuisine, il avait préparé un dessert dans la salle. Malencontreusement, ce dessert a flambé. Donc, et le roi il a posé la question, le futur roi a posé la question, c'est quoi ce dessert, comment s'appelle-t-il? C'est une crêpe. La crêpe existait déjà, hein, telle qu'on sait l'histoire. Néanmoins, le roi il a dit, eh bien, si vous ne connaissez pas, voilà, ça sera la crêpe Suzette suite à la jeune dame qui était à son côté. Voilà l'histoire tout à fait simple de la crêpe Suzette, qu'elle est née dans cet établissement avec une histoire de 150 ans et plus, bien évidemment, avec toutes les rénovations qui se sont produites dans toute époque différente. Chef, on vient de l'entendre, l'histoire de la crêpe Suzette. Est-ce que justement, de nombreux clients se pressent au Café de Paris pour découvrir cette fameuse crêpe Suzette qui offre tant de spectacles? Disons que cette recette est tellement particulière sur un esprit aussi représentatif au Café de Paris. C'est une recette en live. Donc les gens apprécient le vieux style aussi, même si des fois c'est pas tout à fait permis. Dans des salles fermées, ce n'est plus autorisé de faire du flambage sur les nouvelles lois. Mais au Café de Paris, nous avons une grande terrasse, nous avons cet chaleureux accueil et espace par les lois respectées, donc d'exécuter de la recette donc à partir d'un caramel qui se fait à base de sucre et de jus d'orange pour caraméliser le jus d'orange. Après, nous mettons la crêpe dedans pour la rouler, pour l'imbiber avec bien le jus qui est bien réduit, bien caramélisé et flamber au dernier moment avec la classe du maître d'hôtel qui flambe la crêpe et pour la dresser tout simplement, qui attire beaucoup de gens et de tous âges. Et tout ça donne l'eau à la bouche. Est-ce que vous constatez, on va dire, une hausse de la fréquentation pendant la Chandeleur et une forte demande de ces crêpes Suzette? Il y a une forte demande même en temps normal, ces tout au long de l'année. dernières années et même en temps de cette pandémie, nous avons toujours la représentation de cette recette magnifique de la crêpe Suzette au Café de Paris. Merci infiniment Patrice Guillet d'avoir été avec nous ce soir pour nous donner un avant-goût de la Chandeleur sur Monaco Info. Merci à vous. Venez au Café de Paris, vous serez bienvenus. Avec plaisir, merci chef. Musique à présent, il a à son actif près de 100 disques dont certains ont été récompensés. L'organiste Olivier Vernet travaille actuellement sur l'élaboration d'un nouvel album avec Cédric Mecler. José Sacré les a rencontrés à la cathédrale de Monaco. Voyez son reportage. Sur les grandes orgues de la cathédrale de Monaco, dont il est le titulaire, Olivier Vernet enregistre avec l'organiste Cédric Mecler un nouveau CD, un enregistrement à 4 mains donc, sur le thème « Les apprentis sorciers, l'esprit symphonique français ». Le programme est consacré à des transcriptions d'œuvres orchestrales, souvent dans des versions à 4 mains, avec des œuvres de Debussy, des œuvres de Ravel, Dukas, Vierne, Widor. Ici, à la cathédrale, on a 4 claviers. 4 claviers qui correspondent à 4 parties différentes de l'instrument. Quand on est à 4 mains, on peut jouer en même temps ces 4 parties différentes. Et donc on peut orchestrer, mettre en valeur certains thèmes, certains jeux. Et c'est beaucoup plus orchestral comme démarche. C'est une position absolument inconfortable, l'orgue à 4 mains. Alors ça réclame de nombreuses heures de travail, de pratique, et puis l'habitude de faire des concerts ensemble. Ce nouveau CD d'Olivier Vernet et Cédric Mecler sortira chez Ligia en septembre prochain.
direction de Melbourne pour parler tennis. Romain Arnaud y est actuellement pour participer à plusieurs tournois en double, dont l'Open d'Australie avec le Français Benoît Paire. Le tennisman de la Fédération monégasque achève ce week-end sa quarantaine. Comment et dans quelles conditions s'est-il entraîné? Quelles sont les mesures mises en place? Il est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Romain. Bonsoir. Comment vous avez vécu cette quarantaine? Très bien, enfin très bien. En tout cas, je le vis mieux que certains qui ont été dans une quarantaine beaucoup plus stricte, car ils ont été dans les mauvais avions. Il y a eu 3 avions en fait à fréter avec des cas positifs, et du coup, ils ont été dans une quarantaine complète, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas du tout sortir de la chambre. Moi, à la limite, j'ai été presque chanceux. J'ai été comme prévu dans la quarantaine où on pouvait sortir 5 heures par jour et s'entraîner 2 heures de tennis, 1h30 de gym et 1 heure ils appellent ça nutrition, c'est un peu pour se restaurer et pour discuter un peu avec son partenaire. Et votre partenaire fait partie de ces passagers qui étaient dans l'avion avec des cas positifs Covid. Benoît Paire, comment il le vit, ce confinement? En plus, ce n'est pas la première fois pour lui. C'est dur pour Benoît. Il était juste le vol d'après moi. En fait, Tennis Australia a frété des avions de plusieurs destinations. Benoît, il avait juste le vol après moi, donc c'est pas de chance. Dans le sien, il y avait un cas positif et il a été confiné. Mais non, évidemment, il ne vit pas bien parce que c'est une chambre. Même si l'hôtel il est pas mal, c'est un Hyatt, il est très bien, mais on ne peut pas ouvrir les fenêtres. On peut vite se sentir un peu oppressé, quoi. Vous avez participé à d'autres tournois depuis la reprise des compétitions. Est-ce que l'Open d'Australie est plus strict au niveau des mesures sanitaires? Moi, c'est mon premier tournoi, évidemment, donc en 2021. Mais oui, là, c'est un truc de fou. En Australie, mais ce n'est pas le tournoi, c'est vraiment le gouvernement australien qui a des consignes très strictes. Et ça nous paraît même incroyable, nous, Européens, qui arrivons ici, que les consignes soient aussi strictes, mais en même temps, ils ont subi un gros, pour avoir parlé un petit peu avec les locaux, ils ont subi un gros confinement donc, pendant 3 ou 4 mois, qu'ils ont forcément un peu mal vécu, et là, ils ont 0 cas, en fait, et du coup, ils ont vraiment à cœur de garder ce niveau 0, parce que la vie, c'est la vie normale, en fait, ici. Et on le voit, vos accompagnateurs sont bien équipés aussi, C'est assez surprenant. Ouais, ils sont tous suréquipés, que ce soit dès qu'on ouvre la chambre de l'hôtel, dans le couloir, il y a de suite quelqu'un qui arrive à 5 mètres pour voir. On peut vraiment pas s'échapper de la chambre, et ils sont tous avec les masques. Ça peut paraître extrême, c'est vrai que c'est un petit peu extrême quand même, alors qu'en plus on est testé vraiment tous les jours. Alors, c'est pas la première fois, on parlait tout à l'heure de votre partenaire de double, Benoît Paire, c'est pas la première fois que vous êtes associé aux Français. Est-ce que c'est votre premier Open d'Australie, Romain? Oui, moi c'est mon premier Open d'Australie. Avec Benoît, j'ai déjà joué quelques fois. C'est une personne que j'adore, Benoît. Après, les gens le connaissent un petit peu, il peut avoir des hauts et des bas, et j'espère qu'avec moi, ça sera plutôt des hauts. Après, moi, je joue aussi le tournoi. Il y a 2 tournois de préparation. Donc la semaine prochaine, Melbourne 1 et Melbourne 2, ils appellent ça, qui se jouent aussi sur le site de l'Australian Open. Et l'ATP Cup, qui est encore une 3e compétition. Donc moi, je joue Melbourne 1 avec Caruso, un Italien. Et donc j'ai quand même 2 événements à jouer ici, et c'est bien. Et j'imagine que vous avez hâte? Mais j'ai hâte que ça se termine, ouais. Mais surtout la quarantaine, parce que là, ça commence à faire un peu long, même si je peux sortir, si les journées commencent à se ressembler. Mais c'est quand même une sacrée organisation. Tout ce qu'ils ont fait ici, c'est vraiment une grosse organisation. Monaco sera bien représenté puisque Hugo Nys est également présent en Australie, et puis Benjamin Balleret aussi. Ouais, mais Hugo, je le vois pas trop parce qu'il est dans un autre hôtel. Et Benjamin, il est au même étage que moi et j'ai voyagé avec lui, du coup, je le vois beaucoup. Et il est souvent dans les cours à côté de moi. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir des têtes qu'on connaît autour de nous. Ouais. Merci beaucoup, Romain, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous faire vivre cette expérience en Australie. Et puis, on vous souhaite bien évidemment bonne chance pour tous les tournois qui vous attendent. Merci, c'était un plaisir. À bientôt. On reste dans le domaine du sport et on retrouve Frédéric Elion pour parler football. Frédéric, Monaco se déplace à Nantes dimanche à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Une équipe monégasque qui tourne à plein régime, Émilie, avec 16 points pris sur 18 possibles depuis le 20 décembre.
Grâce à cette belle série, les joueurs de Niko Kovac sont bien installés dans le haut de tableau, 4e avec 7 points d'avance sur le 6e, Marseille. En défense, Djibril Sidibé revient en forme. Le latéral reste sur 4 titularisations d'affilée, avec à chaque fois 90 minutes sur le terrain et la victoire à la clé. J'ai loupé la préparation avec le groupe, du fait que je revenais de mon prêt à Everton. Ensuite, par la suite, voilà, c'était un peu compliqué pour moi physiquement. J'ai été contaminé par le Covid entre septembre et octobre. Donc la petite mise en route était un peu difficile par rapport à ça. J'ai connu des petites blessures et puis voilà, il y avait une équipe qui tournait avec beaucoup de buts, beaucoup d'enthousiasme. Et donc voilà, dans une carrière il y a des hauts et des bas, mais j'ai su faire le dos rond et puis travailler. Et puis là, je suis de nouveau titulaire. On est conscient que voilà, il y a beaucoup de qualité et que la Ligue 1, ça reste serré. On sait que Paris Saint-Germain, même si avec la crise sanitaire et puis les blessures qu'ils ont connues, voilà, c'est jouable, mais voilà, on reste lucide, humble, on va se réfugier dans le travail et pourquoi pas en fin de saison, moi je l'espère en tout cas, on est tous avec cette mentalité, finir européen, quoi. Nantes-Monaco, c'est dimanche soir à 21h, Émilie, avec un groupe quasi au complet. Seuls Fabregas et Gelson Martins sont en phase de réathlétisation. On passe à ce concert de l'OPMC demain à l'Auditorium Régnier 3. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo propose un concert jeune public à partir de 5 ans, dimanche à 15h. L'occasion de leur faire découvrir les Fables de La Fontaine, mises en musique par Vladimir Kosma, avec Philippe Béran à la direction et Johan Montpart à la narration. Et on termine par le programme de demain soir sur Monaco Info. Avec 19h dimanche, le magazine de grands reportages sur Monaco Info. Cette semaine, Yann-Anthony Noguès vous plongera dans l'univers carcéral. Comment fonctionne la prison de Monaco par rapport à d'autres dans le monde? Pour en parler, il recevra le directeur de la maison d'arrêt en principauté, Jean-Yves Gambarini. Merci Frédéric. Place à présent à notre traditionnelle chronique littéraire. Chaque samedi, la médiathèque de Monaco vous dévoile son coup de cœur. Aujourd'hui, le choix de Béatrice Novaretti s'est porté sur cet ouvrage d'Eri De Luca, Impossible. Elle nous explique pourquoi. Impossible de ne pas dévorer le dernier roman d'Eri De Luca que j'ai choisi de vous présenter. Impossible de ne pas être séduit par son style dépouillé, fluide, qui explore les profondeurs de l'âme humaine. Sur un sentier escarpé des Dolomites, un randonneur solitaire chute dans le vide. Derrière lui, marchait un autre homme qui préviendra les secours. Mais ces deux hommes ne sont pas des inconnus. Compagnons du même groupe révolutionnaire 40 ans plus tôt, le premier avait livré le second et ses anciens camarades à la police. Accident ou meurtre? Hasard ou préméditation? Qu'un marcheur solitaire fasse une chute mortelle le jour où l'homme qu'il a donné à la police se trouve derrière lui, impossible coïncidence pour le magistrat en charge de l'affaire. Commence alors une enquête. L'interrogatoire avance, la conversation rebondit comme une balle de ping-pong sur de grandes idées. La liberté, la justice, l'engagement, la vengeance et le pardon, l'amitié, l'amour, le risque, en montagne comme dans la vie, la responsabilité et l'importance des mots. L'emploi du mot juste pour éviter les malentendus. Règle qui se perd aujourd'hui mais qui prend tout son sens dans un débat duquel dépend votre avenir. Eri De Luca maîtrise l'art du suspense comme celui de la rhétorique et les dialogues sont éblouissants, pertinents, intelligents. Les chapitres alternent entre l'interrogatoire et des lettres d'amour que l'auteur adresse à la femme de sa vie. Des bulles poétiques comme on aime les savourer chez Eri De Luca. Il parvient à créer une proximité, une intimité avec le lecteur et nous offre une réflexion sur le sens des choses et de la vie. Alors, impossible de ne pas lire ce roman. Et retrouvez cet ouvrage ainsi que d'autres livres à découvrir à la médiathèque de Monaco. N'hésitez pas à demander conseil. Il est temps à présent de jeter un coup d'œil aux prévisions météo. Quel temps fera-t-il dimanche, Frédéric ? Retour d'un grand soleil, Émilie, avec de rares nuages en début de matinée, puis un ciel totalement dégagé le reste de la journée. Les températures seront légèrement en baisse, avec 8 degrés le matin et 12 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h46 pour se coucher à 17h40. Dimanche 31 janvier, nous fêterons les Marcelles au féminin.
Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Retour du soleil donc annoncé pour demain, mais pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir l'exposition du musée océanographique ce week-end? Petit avant-goût avec les photos de Stéphane Dana qui vous emmène en immersion dans la grande barrière de corail. Quant à nous, on se retrouve demain, dimanche, pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.